Vous n'êtes jamais vraiment seul, ange gardien de toutes sortes, partie 1. Bonjour mes amis, merci d'être passés sur ma chaîne. J'espère que vous êtes heureux et bien aujourd'hui. Je suis Marie. De tout ce qui définit l'expérience de vie d'une âme dans la troisième densité terrestre, le sentiment le plus prévalent ou caractéristique est peut-être le sentiment d'être seul. Et je veux dire à un niveau profond car même si une âme dans un corps biologique peut être entourée de sa famille et de ses amis, voire même de son amoureux, il y a toujours ce sentiment en arrière-plan d'être coupé du reste des âmes, peut-être comme une émotion réprimée, comme quelque chose que nous tenons tous pour acquis. Vous êtes dans un corps et vous ne pouvez pas accéder au sentiment complet et épanouissant d'intégrité avec toutes les autres âmes dans le champ où vous vous trouvez. Apparemment, ce sentiment n'est atteignable qu'à la mort, lorsque l'âme qui retourne à sa source se réintègre dans le champ cosmique supérieur des royaumes astraux, comme le rapportent tant de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, et par ceux qui se souviennent naturellement de ce que c'est d'être entre deux vies. Ce profond sentiment d'être seul tout en étant dans un corps biologique est également présent dans tous les autres endroits et planètes, quelle que soit leur densité, et il semble que cela aille de pair de manière inévitable avec le simple fait d'être en vie. Mais, tout en vivant dans la troisième densité terrestre, les 5 ou 6 sens corporels prévalent comme les seuls moyens de détecter et de nous donner des informations sur ce qui entoure notre corps, donc lorsque quelqu'un regarde autour de lui et ne voit personne, cela ne signifie pas qu'il est vraiment seul, car ces 5 ou 6 sens ne détectent pas tout ce qui existe. Au fil des siècles, il y a eu d'innombrables histoires d'anges gardiens, qui sont intervenus lors d'une tragédie, ou ont aidé quelqu'un quand il en avait le plus besoin. C'est un autre cas où apparemment il n'y a pas autant de cas, à moins que vous ne commenciez à faire des recherches à ce sujet, car lorsque vous le faites, le nombre de cas commence à s'accumuler de manière assez spectaculaire. Il y a des milliers d'anecdotes comme les quelques-unes que je vais partager avec vous. Un homme sort de la porte de sa maison, comme il le fait tous les matins en se rendant au travail, et un étranger s'approche de lui et lui dit d'une voix très assurée « Ne prends pas le train aujourd'hui, juste, ne le prends pas ». Alors que l'homme regarde autour de lui pendant un instant, il est surpris de voir que l'étranger a disparu dans l'air, et il n'y a nulle part où il pourrait aller car ils étaient en plein air. Effrayé par cela, l'homme décide de ne pas prendre le train, et plus tard dans la même journée, il découvre que son train a déraillé et s'est écrasé avec de nombreuses pertes de vie. Dans un autre exemple, un enfant de 8 ans s'éloigne un peu trop dans les bois lors d'un voyage de camping avec sa famille et ne parvient pas à retrouver son chemin. Alors qu'il marche pendant des heures dans une tentative désespérée de retrouver son chemin, il commence à faire sombre et très froid, et ses chances de survie seules sont minces. Puis, de nulle part, un gros chien noir apparaît. L'enfant en a très peur au début, mais le chien semble amical, car il saute autour de lui avant de faire comprendre à l'enfant qu'il devrait le suivre, de cette manière très canine d'exprimer le message « Suis-moi », que tous ceux qui ont des chiens comprennent. L'enfant suit le chien qui s'enfuit un peu, mais s'arrête de temps en temps pour regarder derrière lui pour voir si l'enfant le suit toujours. Après un moment, l'enfant et le chien arrivent soudainement au bord des bois, juste là où passe une autoroute, et où plusieurs policiers et secouristes préparent une opération de recherche et de sauvetage pour retrouver l'enfant disparu, qui était parti depuis de nombreuses heures maintenant. Lorsque la police et les secouristes trouvent l'enfant, ils se retournent pour chercher le chien, mais il n'est nulle part en vue. Dans un autre exemple, une femme est sur le point de se faire agresser, mais juste au moment où ses agresseurs essaient de s'approcher d'elle, une barrière invisible apparaît entre eux, paralysant également les agresseurs, permettant à la femme de s'échapper indemne. Il existe également d'innombrables histoires pendant la guerre, où un soldat traverse littéralement l'enfer, ne recevant aucun dommage du tout. Il y a un autre exemple célèbre d'ange gardien qui aide, comme celui-ci. Pendant la veille de Noël, une année dans les années 50, un avion de chasse britannique, connu sous le nom de Havilland DH-100 Vampire, volait de nuit de l'Allemagne vers sa base en Angleterre où le pilote allait retrouver sa famille pour les vacances. Quand il perdit toutes ses lumières, intérieures et extérieures, laissant le pilote aveugle et dans le noir et même avec son moteur fonctionnant correctement, il n'avait aucun moyen de trouver ses repères, de savoir dans quelle direction il devait voler. Il se retrouva à voler aveugle et seul au-dessus de la mer du Nord, volant par une nuit sans lune et brumeuse, sans direction, et avec son carburant qui s'épuisait rapidement. Il commença alors à voler en faisant un 8, aussi bien qu'il le pouvait, car c'est un signal de détresse, comparable à Mayday, ou du moins c'est ce que je comprends.
Puis, dans le ciel sombre de la nuit, un vieil avion de chasse bimoteur de la Seconde Guerre mondiale, un Mosquito, apparut avec toutes ses lumières allumées. Le pilote manœuvra à côté de l'avion de chasse endommagé, dont le pilote fit de son mieux pour voler aussi lentement que possible afin d'égaler la vitesse des deux avions. Le pilote du Mosquito alluma ses lumières de cockpit pour être vu, tout en faisant plusieurs gestes de la main indiquant à l'autre avion de le suivre. Les deux avions se dirigèrent côte à côte vers l'Angleterre. Puis le pilote du Mosquito indiqua à l'autre pilote de libérer son train d'atterrissage avec un geste de la main, qui est le mouvement d'un poing qui s'ouvre en une main complète. Le pilote de l'avion endommagé suivit l'aile du Mosquito avec son aile, descendant lentement, puis soudainement il sentit ses roues toucher le bitume d'une piste d'atterrissage, et lentement son avion endommagé s'arrêta en toute sécurité. Il ouvrit sa verrière et regarda autour de lui ne voyant rien d'autre qu'une obscurité brumeuse. Jusqu'à ce que le Mosquito avec toutes ses lumières passe près de lui à une altitude très basse, son pilote lui faisant signe d'adieu, tandis que le bruit de ses moteurs jumeaux sifflant perçait la nuit, qu'il s'éloignait en altitude et disparut dans le ciel sombre. Le pilote sauvé, ne pouvant rien voir, décida de rester à l'intérieur de son cockpit car il faisait très froid dehors. Quand le matin arriva, il se trouvait près de la fin d'une piste de décollage abandonnée de la Seconde Guerre mondiale, remplie de plantes et d'herbes poussant à travers d'innombrables fissures dans son revêtement en asphalte, et une tour de contrôle en bois détérioré se trouvait à proximité, ou du moins ce qu'il en restait. Le pilote se rendit à la ville la plus proche où il entra en contact avec sa base et sa famille. On lui apprit alors qu'aucun avion Mosquito n'était connu pour avoir volé cette nuit-là, car ils sont tous des avions historiques précieux. Et on lui dit également qu'il avait atterri sur une base de Mosquito pendant la guerre, où un pilote était célèbre pour effectuer des missions de sauvetage seul. Il sortait pour guider les avions endommagés de retour vers leur base lorsqu'ils revenaient de leur mission en Allemagne, jusqu'à ce qu'une nuit, il se perde lui-même et ne soit plus jamais revu. Il était connu sous le nom de « Le Berger », et il semble qu'il soit revenu pour sauver un dernier pilote. L'origine de cette histoire est incertaine, et il existe plusieurs théories à ce sujet. La première est qu'il y a eu une anomalie spatio-temporelle qui a mélangé l'époque du chasseur à réaction avec celle du Mosquito. Ce n'est pas aussi farfelu que cela puisse paraître au premier abord, car il existe également d'innombrables autres histoires similaires à celle-ci. La deuxième est que le Mosquito et son pilote étaient des fantômes, un ange gardien, arrivant pour aider l'un des leurs, en cas de besoin. Et la troisième est que quelqu'un a inventé cette histoire, et qu'elle n'est que de la fiction. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne histoire, et pour une raison quelconque, je suis toujours très ému chaque fois que je m'en souviens. Il se passe beaucoup plus de choses dans le monde des vivants, car il est entouré de l'astral, du plus haut au plus bas, avec toutes les créatures et les choses qui s'y trouvent, bien que comme je l'ai expliqué précédemment, le soi-disant monde matériel est également plus astral, et sa dureté, sa réalité, et son temps linéaire ne sont rien de plus qu'une illusion. Ce que nous pouvons percevoir et dans quelle mesure dépend uniquement de l'expansion de notre conscience et du biologique. Le corps est un moyen d'isoler la perception de l'âme dans une plage limitée, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Chaque âme s'incarne avec un plan de vie, que l'on peut aussi appeler destinée. Lorsque l'âme est entre deux vies et planifie sa prochaine incarnation, elle se trouve dans un espace où le temps est flexible et non linéaire, ce qui lui permet de savoir ce qui se passera dans son futur pendant qu'elle est incarnée, car du point de vue de l'âme entre deux vies, elle vit toujours dans le présent. Pourtant, même en sachant à l'avance ce qu'elle va vivre et en choisissant consciemment une vie particulière, et toutes les expériences qui l'accompagneront, elle est également consciente de la multidimensionnalité de l'existence, c'est-à-dire des variations et des lignes temporelles multiples au sein de la même vie que l'âme choisit d'expérimenter dans sa prochaine incarnation. Cela signifie que même si l'âme sait ce qui va se passer pendant sa prochaine incarnation, donc elle connaît sa destinée, elle est également consciente de toutes les variations multiples qu'elle peut avoir dans cette même incarnation. Car la conscience et la perception sont beaucoup plus étendues lorsque l'âme se trouve dans des plans existentiels supérieurs. Et aussi parce que le temps y est simplement non linéaire. Ainsi, de notre perspective incarnée, alors que nous vivons une vie dans un corps biologique, nous avons une destinée, et en même temps, elle peut également être modifiée. Avoir une destinée ne signifie pas que vous ne pouvez pas la modifier, mais du point de vue de cette même âme, lorsqu'elle se trouve dans l'espace entre les vies, elle a un plan de vie qu'elle souhaite suivre.
nous avons tous des guides spirituels et des anges gardiens qui nous aident tout au long de notre vie. Ils murmurent à nos oreilles des pensées que nous pensons être les nôtres, des idées qui nous guident et nous accompagnent tout au long de notre existence. Ceci n'est que la première partie de ce sujet sur les anges gardiens et les esprits guides, je ne peux tout simplement pas tout inclure dans une seule vidéo, car je n'ai pas assez de temps pour tout écrire. Car j'écris mes sujets presque toujours la veille de leur publication en anglais. Mais avant que je parte, laissez-moi vous dire un petit secret en avance sur la prochaine vidéo. Permettez-moi de vous poser une question, pourquoi pensez-vous que votre ange gardien est si intéressé par votre bien-être? La réponse est que votre ange gardien, c'est vous, encore une fois, et personne d'autre. Vous, d'un point de vue plus élargi. Depuis l'espace dans l'astral supérieur, où tout est maintenant. Votre moi supérieur est votre ange gardien, la version la plus élargie de qui vous êtes, en tant qu'esprit, et depuis l'espace où vous êtes, intemporel et plein de sagesse. C'est pourquoi il est si investi dans votre bien-être, car c'est vous, encore une fois, et tout ce qui vous arrive affecte votre moi supérieur, et vice-versa bien sûr. En plus d'être votre propre ange gardien, vous avez également plusieurs autres âmes qui prennent soin de vous et vous guident dans votre vie. D'autres âmes qui sont votre famille et vos guides. Bien qu'ils ne soient peut-être pas vous, rappelez-vous que d'un point de vue plus élevé, nous sommes tous un. Donc on peut dire que tous ces guides spirituels sont également nous, encore une fois, également vous, encore une fois. Pourtant, de mauvaises choses nous arrivent à tous, n'est-ce pas? D'autres forces veulent nos âmes, des entités sombres de l'astral inférieur chuchotent également à nos oreilles, et font de leur mieux pour nous faire des choses qui seraient à leur avantage, afin de nous exploiter. Encore une fois, il s'agit également d'accorder la bonne vibration, comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos paranormales, et comme je l'expliquerai en détail dans la prochaine sur ce sujet. Mais en plus des moi supérieurs, des anges gardiens et des guides spirituels, une famille stellaire de graines d'étoiles surveille également, et aide ces starseeds en utilisant des technologies telles que des drones, comme je l'expliquerai également dans la prochaine vidéo. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné, cela m'aide beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Portez-vous bien et profitez de vos vacances. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.